Ce que vous allez découvrir aujourd'hui a changé la France pour toujours. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous révélerai comment cet événement a façonné notre histoire et les leçons que nous pouvons encore en tirer. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires. 24 août 1172, minuit. Paris dort paisible et inconsciente de l'événement dramatique qui s'apprête à bouleverser la ville. Sous un ciel sombre et lourd, des groupes d'hommes armés se tiennent prêts dans les ruelles étroites. Le souffle court, les visages tendus. Dans quelques instants, les cloches retentiront et rien ne sera plus jamais comme avant. Ce qui devait être une fête royale et un symbole de réconciliation deviendra l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de France. Comment un mariage censé ramener la paix a-t-il pu se transformer en une tragédie nationale? Était-ce la peur, la haine ou des manœuvres politiques qui ont tout précipité? Pour comprendre cette nuit, il faut remonter plusieurs années en arrière, à une époque où la France était profondément divisée. Depuis plusieurs décennies, le royaume est marqué par une fracture religieuse. La réforme protestante, lancée par Martin Luther et développée par Jean Calvin, a gagné de nombreux adeptes en France. Ceux qu'on appelle les Huguenots souhaitent réformer l'Église et ses pratiques. Face à eux, la majorité catholique défend avec ferveur les traditions en place. Peu à peu, les tensions se transforment en affrontements. Des guerres civiles éclatent, ponctuées de périodes de paix fragiles. Entre 1562 et 1588, la France connaîtra 8 guerres de religion. Au début des années 1570, le pays est dans une situation explosive. Du côté catholique, la puissante famille des Guises, très influente, souhaite éliminer l'influence protestante. Du côté protestant, les nobles sont menés par l'amiral Gaspard de Coligny, un chef militaire respecté et stratège avisé. Au centre de tout cela se trouve la couronne. Le jeune roi Charles IX, encore inexpérimenté, règne sous la surveillance constante de sa mère, Catherine de Médicis, une femme redoutée pour son habileté politique. Après des années de conflits, une paix précaire est conclue en 1570 grâce à la signature de la paix de Saint-Germain. Mais tout le monde sait que cette trêve est fragile. Dans les villes, les tensions restent vives et la moindre étincelle pourrait relancer la guerre. Pour consolider cette paix, Catherine de Médicis imagine un mariage royal symbolique, unir sa fille, Marguerite de Valois, catholique, au jeune chef protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Ce mariage est censé représenter l'unité et l'espoir d'un avenir meilleur pour la France. Le 18 août 1572, la capitale est en fête. Des centaines de nobles protestants viennent à Paris pour assister à la cérémonie. Les rues sont décorées, les cloches sonnent joyeusement. Mais derrière cette atmosphère festive se cache une méfiance palpable. La population parisienne, très attachée au catholicisme, observe avec inquiétude l'afflux massif de protestants dans la ville. Des rumeurs circulent. Certains craignent que ce rassemblement soit en réalité une manœuvre pour s'emparer du pouvoir. Dans les coulisses, la tension est à son comble. La famille Guise, farouchement opposée aux protestants, voit ce mariage comme une menace directe à son influence. L'amiral Coligny, proche du roi, encourage Charles IX à intervenir dans les Pays-Bas pour soutenir les protestants contre l'Espagne, ce qui inquiète profondément Catherine de Médicis. Le 22 août 1572, un événement vient bouleverser la situation. Alors qu'il rentre chez lui, Coligny est victime d'une attaque. Une balle tirée depuis une fenêtre le blesse gravement. Le choc est immense. Les protestants accusent aussitôt les Guises d'avoir commandité cet acte. Dans Paris, la tension devient insupportable. Les Huguenots se rassemblent, en colère, et demandent justice au roi. Charles IX, déjà fragile psychologiquement, se retrouve pris au piège. Il redoute une révolte protestante en plein cœur de sa capitale. Catherine de Médicis, convaincue que Coligny et ses partisans veulent s'emparer du pouvoir, voit la situation comme une menace pour la monarchie elle-même. Dans la nuit du 23 août, Catherine réunit un conseil secret au Louvre. Les Guises sont présents, ainsi que les plus proches conseillers du roi. L'atmosphère est tendue et la peur palpable. Après de longues discussions, une décision dramatique est prise, neutraliser Coligny et les principaux chefs protestants afin d'éviter une insurrection. Charles IX hésite, il tremble, mais sous la pression de sa mère et de ses conseillers, il finit par céder. Selon certains récits, il aurait prononcé cette phrase « Qu'on les frappe tous, qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher ». Ces mots, qu'ils soient exacts ou exagérés, marquent le point de non-retour. Dans la nuit, des troupes fidèles aux Guises et des soldats royaux se préparent discrètement. Leurs cibles sont identifiées,
les maisons repérées. L'ordre est donné. Agir rapidement et frapper fort avant que les protestants ne puissent se défendre. Peu après minuit, les cloches de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois se mettent à sonner, résonnant dans la nuit silencieuse de Paris. C'est le signal attendu par les troupes et les groupes armés positionnés dans différents quartiers de la ville. Le premier objectif est l'amiral Coligny, chef des protestants. Sa résidence est encerclée et une opération rapide est menée pour l'arrêter. L'information se répand aussitôt, créant une vague de panique dans tout Paris. En quelques minutes, la situation dégénère. Ce qui devait être une action limitée et ciblée s'étend à l'ensemble de la ville. Des groupes commencent à s'en prendre à d'autres figures protestantes et le désordre devient total. Dans la confusion, des rumeurs circulent. Certains croient que les protestants préparent une révolte, d'autres que la ville est attaquée de l'extérieur. Cette peur collective alimente encore la violence et la désorganisation. Henri de Navarre, tout juste marié à Marguerite de Valois, est rapidement mis sous protection et conduit au Louvre. Pour préserver sa vie et apaiser les tensions, il est contraint de faire une déclaration publique de conversion au catholicisme. Cette décision, prise sous la contrainte, aura une influence majeure sur son futur rôle politique. Au lever du jour, il devient évident que la situation a échappé à tout contrôle. Paris se retrouve sous le choc, tandis que la nouvelle se propage dans le reste du pays. Dans les jours qui suivent, d'autres villes comme Lyon, Rouen, Bordeaux ou Toulouse connaissent elles aussi des troubles graves. Ce qui a commencé comme une opération secrète dans la capitale se transforme en une crise nationale. En quelques jours, la France bascule dans une période d'instabilité extrême. La peur et la méfiance s'installent durablement dans la population, marquant profondément la mémoire collective et renforçant les divisions religieuses déjà existantes. La nouvelle des événements survenus à Paris se propage rapidement dans tout le royaume. Dans les jours qui suivent, plusieurs villes de province, comme Lyon, Toulouse, Bordeaux ou Rouen, connaissent à leur tour des troubles et des tensions. Ce qui avait commencé comme une décision politique limitée devient une crise qui touche tout le pays. Les historiens estiment que de nombreuses personnes ont été affectées, même si les chiffres exacts restent inconnus. Cet épisode marque profondément la société française et change durablement l'équilibre du royaume. À l'étranger, la nouvelle provoque de vives réactions. Dans les pays protestants, c'est la consternation et la peur. En Angleterre, la reine Élisabeth I reçoit la nouvelle avec inquiétude, craignant que les tensions ne se propagent. Dans certains pays catholiques, au contraire, l'événement est vu comme un signe politique fort. À Rome, le pape Grégoire XIII ordonne même des célébrations publiques, ce qui suscite la colère des nations protestantes et accentue les rivalités religieuses en Europe. Pour la monarchie française, les conséquences sont immenses. Le jeune roi Charles IX, déjà fragile et sensible, est profondément marqué. Des récits de l'époque le décrivent tourmenté et anxieux jusqu'à sa disparition précoce seulement 2 ans plus tard, laissant un royaume affaibli et instable. Sa mère, Catherine de Médicis, voit sa réputation durablement affectée. Beaucoup de ses contemporains la considèrent comme responsable des décisions prises, ce qui lui vaut un surnom resté célèbre dans l'histoire. Quant à Henri de Navarre, futur Henri IV, il parvient à survivre et à se placer progressivement au centre du jeu politique. Devenu roi en 1589, il s'efforce de ramener la paix dans le royaume. En 1598, il promulgue l'édit de Nantes, un texte historique qui accorde des droits de culte aux protestants et met fin pour un temps aux tensions religieuses. Malgré ce retour progressif à l'équilibre, le souvenir de la Saint-Barthélemy reste profondément ancré dans la mémoire collective. Il incarne les divisions profondes qui peuvent naître au sein d'une société et rappelle l'importance du dialogue et de la tolérance. Encore aujourd'hui, plus de 4 siècles après, cet épisode est étudié dans les écoles et par les historiens du monde entier comme une leçon universelle. À l'aube du 24 août 1572, Paris se réveille dans un silence pesant. Les cloches se sont tues, mais l'histoire de cette nuit continue de résonner dans les mémoires, rappelant que l'équilibre d'un pays peut basculer en un instant. Cette nuit a marqué à jamais l'histoire de la France et nous rappelle à quel point la peur et la division peuvent changer le cours des événements. Si tu veux découvrir d'autres récits qui ont façonné la France et le monde, abonne-toi et active la cloche dès maintenant. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans les coulisses de l'histoire.